J'ai des idées très précises. Je vais faire les bails très précis. Bonjour tout le monde, je vous accueille aujourd'hui sur carte VIP privée avec Alain Moulin. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Fondateur de l'association Bridge the Gap. Oui, c'est ça. Bridge the Gap. Bridge the Gap. Ouais. Mon anglais reste un peu, mais Alain va aujourd'hui nous partager, donc nous parler plutôt de l'association Bridge the Gap, qui est une association qui aide énormément les gens, les enfants, et c'est pour construire des écoles. Entre autres. Entre autres. Donc plein d'autres choses d'œuvres caritatives. Oui, voilà, exactement. Alain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, ton parcours, ce qui t'a inspiré à fonder cette association et aujourd'hui tout ce que tu fais pour les gens et pour les enfants surtout qui te sont reconnaissants? Bon, je suis un Africain avec un parcours classique, des études au Cameroun et en France, et puis la vie active ensuite, sachant que pour ce qui concerne la vie active, j'ai opéré de manière un peu permanente dans les mêmes domaines, l'événementiel, le champagne, vin et spiritueux, et puis tout ce qui tournait autour. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc, comment je suis arrivé à l'associatif? Pendant que j'étais étudiant, j'étais membre d'une association qu'on dit être la plus grande association d'étudiants au monde. Ça s'appelle l'AESEC. L'AESEC, c'est une association. AESEC, c'est Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. D'accord. Et elle existe dans à peu près 140 pays. Elle a été créée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale avec comme objet de promouvoir la coexistence internationale, la coexistence entre les pays, sachant qu'on sortait d'un grand conflit mondial. Donc l'idée a été de créer cette association pour permettre aux étudiants de différents pays d'interagir. Et sachant que plus on connaît l'autre, plus on est tolérant, ça pouvait créer, enfin ça pouvait éviter que survienne un autre conflit mondial. Donc c'était ça à la base, le but de cette association. Donc j'ai été membre très tôt, dès mon entrée à l'université à 18 ans, et j'en ai été un responsable. J'étais vice-président chargé d'un programme qui s'appelait l'AETEP. L'AETEP c'était... Oui, mais c'était une association qui était réservée aux étudiants de toute façon. Et l'ITEP, c'était International Traineeship Exchange Program. C'était un programme qui a été mis en place pour permettre à des étudiants des échanges de stagiaires. Un peu, c'est une sorte d'ancêtre de Erasmus. Voilà, je crois que c'est Erasmus. C'est-à-dire les échanges d'étudiants entre différents pays. Voilà, donc j'étais en charge de ce programme. Je pense que la suite est logique parce que suite à cette expérience, je suis passé par la Jeune Chambre économique et ensuite quand j'ai commencé à travailler, parce qu'en fait l'AESEC n'est réservé qu'aux gens qui sont encore étudiants. Une fois fini les études, on peut être membre de l'Alumni Association, AESEC Alumni Association, mais c'est pas la même chose. Donc c'est pas exactement le même engouement, mais la suite logique, la Jeune Chambre économique me semblait être quelque chose qui était pas loin des mêmes valeurs que l'association AESEC. Donc j'ai fait une petite expérience au sein de la Jeune Chambre économique pendant 2 ou 3 ans. Mais après, bon, j'ai décroché, non pas parce que c'était pas intéressant, mais c'est parce que je commençais, on finit les études, on se cherche un peu, on va à gauche, à droite, on essaie de trouver la voie, voilà, une voie qui nous convienne. Et donc est venu 2003. Où l'idée m'est venue de dire, bon, plutôt que de m'investir dans des associations existantes, pourquoi ne pas en créer une et puis pour œuvrer pour des choses qui me tenaient à cœur. Et donc l'idée de départ, l'objet de départ, c'était certainement inspiré de ce que j'avais connu dans l'AESEC, c'était de me dire qu'il faut mettre en place une association qui permette à des gens qui proviennent d'horizons divers, d'horizons culturels divers, etc., de se rassembler autour
voilà, d'événements ou d'actions, etc., qui leur permettraient d'interagir et de créer ainsi des croisements culturels. C'est-à-dire de faire en sorte qu'un Sénégalais qui est peut-être dans sa communauté, mais qui ne connaît pas le Camerounais, qui ne connaît pas le Danois, qui ne connaît pas l'Australien, etc., puisse se mettre ensemble. Le fait de travailler ensemble sur des objets communs, des objectifs communs, pourrait leur permettre justement de se connaître mieux. Et donc, d'où l'objet de l'association, qui était donc de promouvoir des valeurs de partage, de solidarité, de tolérance, etc., de faire en sorte de faire coexister les différences culturelles ou autres, de mettre donc des gens ensemble qui... L'esprit d'union. Exactement, pour leur expliquer qu'en fait, finalement, la différence est une richesse. Effectivement. Voilà, donc c'était ça l'objet. Mais alors, à un moment donné, il y a cette idée, mais on se dit, mais comment on y parvient? Quel est l'outil, quel est le moyen pour y parvenir? Exactement. Et on est arrivé à la conclusion que l'éducation était un outil efficace qui permettrait justement d'atteindre cette vision philosophique, qui était en fait, en d'autres termes, une coexistence bienveillante des peuples. Oui, parce qu'il y aurait du coup l'union et aussi vous permettrait aux personnes qui le souhaitent d'apprendre. Voilà, exactement. Et donc, pourquoi l'éducation? Parce que, comme dit un grand homme de ce monde qui s'appelle Nelson Mandela, en fait, je ne me rappelle plus très bien comment est énoncée cette citation, mais il dit en résumé que l'éducation est l'outil le plus efficace pour créer la tolérance entre les gens. Quand les gens sont éduqués, quand ils sont instruits, ils utilisent moins la force, ils utilisent moins les armes. Voilà. Et quand on connaît l'autre, de toute manière, les différences tombent. On ne voit plus les différences. Plus tolérant. Exactement. On ne voit plus les différences. On se rend compte que le Chinois, mais en fin de compte, il a beau être physiquement différent de moi, mais enfin, on est tous pareils. On est tous humains finalement, voilà, on vient de la même source. Exactement. Donc l'éducation. Alors quand on dit éducation, naturellement, c'est très large comme sujet, parce que quand on dit on veut apporter des solutions à des problématiques d'éducation, comme c'est notre cas, puisque l'éducation est donc devenue aujourd'hui notre cheval de bataille pour atteindre ce but philosophique, qui est une coexistence pacifique entre les peuples, les communautés, etc. D'où qu'ils viennent. Et là-dedans, dans l'éducation, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Il y a le phénomène de l'analphabétisation, c'est-à-dire celui qui n'est jamais allé à l'école et donc qui n'est pas instruit. Il y a celui de l'illettrisme, c'est-à-dire celui qui est allé à l'école mais qui est sorti du système éducatif. Tout est numérisé. Pour déclarer ses impôts, pour faire une démarche administrative, pour s'inscrire pour un événement, pour tout. Voilà. Et donc, depuis le Covid, c'est pire. C'est pire. Donc du coup, aujourd'hui, rends-toi compte qu'aujourd'hui en France, le problème se pose, c'est-à-dire que les gens du troisième âge, ceux qui ont 60 ans et plus, etc., et qui n'avaient pas, l'usage de l'ordinateur n'était pas impératif, c'était pas obligatoire, etc. Donc on voit des gens, même très instruits, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Alors, pire encore pour les gens, par exemple, qui sont en situation de précarité, donc qui ne peuvent pas avoir accès à l'outil lui-même, ou payer pour aller dans un cybercafé, etc. Donc le problème se pose, mais de manière vraiment très, très, très importante dans les pays développés. Alors imaginez ce qui peut se passer, par exemple, dans les pays moins développés, en Afrique, par exemple. Et quand on dit Afrique, pensez à ce qui pourrait se passer en zone rurale. En zone rurale. Ça veut dire que, par exemple, moi, dans mon village, ou bien dans la commune de mon village, il y a 6 lycées. Sauf que dans les 6 lycées, lycées techniques, lycées publics, classiques, etc., les jeunes arrivent jusqu'au baccalauréat, c'est-à-dire jusqu'à la terminale, et pour certains, sans jamais avoir touché un ordinateur. Dans un monde où, quand ils se retrouvent à l'université, l'outil informatique est indispensable. Donc le problème de l'électronisme se pose aujourd'hui parmi les différentes problématiques de l'éducation. Donc nous, ce qu'on a embrassé comme problématique,
on a essayé de mettre en place donc des programmes pour apporter notre part de solutions. Donc on a un programme qui s'appelle « Je lis, j'écris, donc je suis », qui est un programme comment dirais-je, d'alphabétisation. Il y a des cours. Je lis, j'écris, je suis. Donc je suis, c'est le nom du programme. Donc oui. Pour ceux qui veulent y accéder, n'ont plus qu'à vous contacter. Exactement. D'accord. Et donc c'est un programme de lutte contre l'illettrisme. D'accord. Donc on donne des cours, des ateliers de lecture, d'écriture, voilà. En fait, on donne des cours aux gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, voilà. Ça, donc pour contacter du coup Bridge the Gap, quand on est intéressé par ce programme, je lis, j'écris donc je suis, oui. On va sur notre site internet www.bridgethegap.fr ou alors on peut nous contacter par téléphone, ou par mail contact@bridgethegap.fr ou alors par téléphone au 07 78 51 13 49. Ça, 07 78 51 13 49. Voilà. Donc en cas de besoin, même si vous n'avez pas accès à un ordinateur ou que vous ne pouvez pas envoyer un mail, composez donc le 07 78 51 13 49. Donc ça, c'est un des programmes. D'accord. Ensuite, on a un autre programme qui s'appelle donc un petit million d'ordi pour des millions de petits Africains. Le but est simple, c'est faire des collectes d'ordinateurs neufs ou d'occasion ici pour les mettre à disposition dans les différents pays africains, mais en zone rurale. En zone rurale uniquement. Oui, parce que aujourd'hui, quand on est à Dakar ou à Douala ou à Abidjan, etc., avec 100 francs, 200 francs, c'est quoi? C'est 15 centimes, on peut faire 15 minutes dans un cybercafé. Effectivement. Donc, le problème n'est pas aussi crucial que dans les zones rurales. Dans les zones rurales, on veut donc créer des petits centres numériques, voilà, où les jeunes peuvent gratuitement avoir accès à l'ordinateur. Je pense que ça serait une aubaine. Mais oui, absolument. Ça serait une aubaine, franchement, voilà. C'est pas évident. Donc ça, c'est le deuxième programme. On a un autre programme qui s'appelle Bridge the Gap Mentoring. Bon, j'ai oublié tout à l'heure de décliner ce que ça veut dire Bridge the Gap. Bridge the Gap, ça veut dire combler un fossé. Ou bien construire un pont. Bridge the Gap. C'est en gros trouver une solution à une problématique. C'est mettre des ponts. En fait, notre leitmotiv aujourd'hui, c'est des ponts entre des rives, des passerelles entre nos mondes. Donc en fait, l'idée c'est une vision beaucoup plus large. C'est-à-dire que comme on ne se limite pas seulement à l'éducation, mais aussi à des programmes qui permettent plus de tolérance, donc d'interaction entre ou alors la réduction des discriminations ou l'inclusion, l'insertion professionnelle, etc. C'est assez large. Oui, ça s'adapte quand même assez au monde, à l'évolution, comment vont les choses. Et donc dans tous les cas, c'est des ponts à construire, c'est des fossés à combler. Voilà. Dans le Bridge the Gap Mentoring, c'est un programme de parrainage, c'est-à-dire que toi aujourd'hui, ou Mike, ou moi, ou peu importe qui, nos amis, etc., tu peux décider d'être la marraine d'un enfant dans un pays d'Afrique. C'est génial, je le fais déjà pour les orphelinats et c'est quelque chose que je pourrais faire avec plaisir. Voilà. D'un enfant en Afrique dans un orphelinat ou pas forcément, mais juste un enfant dans le besoin. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, chaque année, on référence quelques écoles et dans ces écoles-là, on a une fiche par enfant où il y a le nom de l'enfant, son âge, sa date de naissance, le nom de ses parents, le numéro de téléphone de ses parents, etc. Donc, tu peux aller dans ce fichier et choisir un enfant et dire, celui-ci, j'en deviens la marraine et je l'accompagne tout au long de l'année scolaire. Et ça consiste en quoi? Ça consiste, en général, c'est des enfants qui sont nécessiteux, dont les parents sont nécessiteux et qui ont besoin d'aide. Donc, l'idée, c'est de dire, je suis marraine et de dire, ok, combien coûtera sa scolarité tout au long de cette année? C'est-à-dire que, par exemple, si tout compte fait, sur l'année, avec la tenue scolaire, avec les frais de scolarité, avec les cahiers, le cartable, machin, peut-être une ou deux paires de chaussures, etc., on parvient à 250 ou 300 euros. Je dis, sur toute l'année, moi je vais m'engager à donner 30 euros pour cet enfant chaque année. Alors je donne les 300 euros sur l'année, et puis voilà. Donc l'enfant devient pupille Bridge the Gap avec comme marraine toi.
Tu vois. C'est génial ça. Et la particularité, la singularité, c'est qu'on te met directement en contact avec les parents de l'enfant. Ça veut dire que de temps en temps, tu peux les contacter pour t'assurer que ce que tu as fait profite bien à l'enfant, que tout va bien, est-ce qu'il y a d'autres besoins, etc., etc. Et du coup, pour faire ça, on fait la même chose. On vous appelle au téléphone ou on contacte via le site. Ça, c'est merveilleux parce que avec peu de choses, on peut aider beaucoup d'enfants. Et j'imagine qu'on peut, par exemple, choisir de payer par tranche, par mois. Bien sûr. On peut décider, je vais donner 20 € chaque mois ou 30 € chaque mois, Exactement. etc. Moi, je suis chez un orphelinat et je sais que je fais par mois. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est des choses, en fait, on est tous liés. Donc, tout ce qu'on peut faire pour aider les gens, c'est quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, Bridge the Gap nous permet à tous de mettre un pied, en fait, dans l'évolution de l'humanité, tout simplement. D'être humain et de donner à chacun la chance de réussir et d'avoir les mêmes moyens que nous. Bien sûr. Aujourd'hui. Et c'est très gratifiant. Parce que quand on a fait ça au bout d'une année et qu'on voit un enfant épanoui, qui n'a pas manqué de strict nécessaire, etc., grâce à soi, franchement, c'est hyper gratifiant. Pour ceux qui ont essayé, c'est comme quand on dit quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, on dit, tu n'es jamais monté dans l'avion, tu vas voir ce que ce sera quand tu vas monter. De la même manière, j'ai envie de dire, devenez parrain ou marraine, vous allez voir ce que ça donne comme satisfaction à sa propre conscience au bout d'une période, tout simplement. Ah oui, c'est pour ça que... Ceux qui y sont, en général, ils montent crescendo, ils partent d'un enfant, ensuite c'est deux, ensuite, voilà. C'est gratifiant, effectivement. Très gratifiant. Quand on donne, moi j'ai dit toujours, quand je donne, égoïstement, je pense que je fais plus pour moi parce que le sentiment de bonheur et de joie que je ressens n'est pas comparable avec ce que je donne. Exactement. Et on fait plaisir, mais on se fait surtout plaisir. Plaisir à soi-même, exactement. Ça, c'est merveilleux. Mais écoutez, donc, ça fait partie des, on va dire, des programmes majeurs, mais naturellement, on en a d'autres. Il y en a d'autres, oui, bien sûr, dans le cadre justement de nos actions pour mener à bien ce que nous faisons. Nous avons aussi, par exemple, des missions d'enseignement, mais qui sont organisées au profit des écoles des zones rurales. Ça consiste en quoi? En France, par exemple, il y a des enseignants à la retraite. Effectivement. Qui attendent les moments chauds, bien, qui voyagent, ils ont leur retraite, souvent ils ont une bonne retraite, donc ils voyagent. Mais ils aiment leur métier d'enseignant. Voilà. Ils aiment leur métier d'enseignant, ils veulent continuer à transmettre. Ils se tournent un peu les pouces parce qu'on ne peut pas aller en vacances 12 mois sur 12. Donc ils se disent, bon, si je pars en vacances 6 mois sur 12, j'aimerais bien pendant le reste du temps être utile. Donc il y en a qui se portent volontaires pour aller enseigner dans ces écoles-là en Afrique. Voilà. Donc ils vivent avec la communauté, ils habitent, ils sont hébergés chez l'habitant et ils vivent comme les autres. Bon, on leur garantit juste, par exemple, comme il y a des problèmes de paludisme, etc., des moustiquaires, des trucs préventifs pour voir qu'ils tombent malades là-bas. Voilà, donc, et c'est de très belles expériences pour eux de manière générale. Quand ceux qui partent, qui reviennent, ils deviennent accros, eux aussi. Voilà. Donc, parce que non seulement ils se sentent utiles, mais ils découvrent une autre culture. Autre chose, effectivement. Et du coup, faire pareil aussi pour les personnes justement qui seraient profs ou qui seraient bénévoles, qui seraient dans des trucs associatifs, qui ont envie de continuer à porter leur contribution à la société et qui souhaitent découvrir autre chose. Pareil, ils peuvent contacter du coup Bridge the Gap par ce même billet. Du coup, ça c'est merveilleux ça. Finalement, vous permettez à tout le monde de continuer à avoir ce sentiment. Donc c'est ça l'idée, c'est de fédérer des gens pour les amener avec une toute petite contribution à porter leur pierre à l'édifice. Voilà. Par exemple, là, on va redémarrer nos caravanes numériques. Nos caravanes numériques consistent en quoi? C'est un autre programme. Les caravanes numériques, c'est des ateliers numériques. Comme on disait tout à l'heure, les gens, on ne le soupçonne pas assez. Beaucoup de gens ont des problèmes pour utiliser un ordinateur. Or, aujourd'hui, il devient incontournable. Donc, dans les zones rurales, en France, sans sortir même de la France, dans les zones rurales en France, dans certains organismes qui regroupent des migrants, ou dans
des gens en situation de précarité, etc. On organise des voilà, en contact avec les mairies, les communes, on organise des ateliers qui durent une journée. Ça commence à 10 h, ça finit par exemple à 16 h avec une pause entre midi et 2. Le but étant qu'au bout de la journée, que ceux qui ont été inscrits sachent au moins utiliser voilà vraiment les back-office, voilà, petites choses. Non, on n'est pas sur back-office, c'est vraiment ouvrir un ordinateur, faire une démarche sur Pôle emploi ou sur les impôts, demander, par exemple, les impôts, demander le renouvellement d'un passeport, etc. Puisqu'aujourd'hui, se connecter pour la Sécu, etc. Voilà. C'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes. En fait, vous dispensez des formations finalement. Oui, parce qu'en fait, une fois que les gens savent ce minimum, ils prennent goût et ils recherchent. Moi, j'ai jamais pris un cours pour faire Word, par exemple. Oui. Voilà, il y a beaucoup de gens dans ce cas. C'est-à-dire, ils ne vont pas faire un séminaire pour apprendre à utiliser Word. Oui, c'est ça, le back-office, mais il suffit qu'ils apprennent un peu. Exactement. Et puis le reste, on c'est une formation que vous dispensez quand même tout au long d'une journée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on met en place des programmes qui permettent à des gens, par exemple, de sortir de la précarité, à des gens de s'insérer. Voilà, dans la société, de participer à l'inclusion de la société, de réduire les discriminations, de réduire les écarts sociétaux, etc. Voilà, donc c'est ça. Donc ça fait partie de tout ce que nous faisons. Donc on a plein de programmes comme ça qu'on a mis en place. Et donc, à côté de ça, il y a donc un des leviers majeurs de tout ce que nous faisons, c'est l'événementiel. D'accord. Parce que l'événementiel, c'est un levier, un vecteur puissant de communication. Effectivement. Voilà, c'est-à-dire que on peut faire des affiches, on peut utiliser des flyers, on peut faire des posts sur Facebook, on peut faire plein de choses. Et pour faire connaître aussi l'association. Pour faire connaître nos actions, pour faire connaître l'association, pour fédérer du monde, pour ainsi de suite. Donc, pour être aussi abordable, hein, parce que quand on fait du coup de l'événementiel, les gens qui viennent peuvent poser des questions, exactement. se rapprocher. Oui, voilà, il y a un contact direct. Voilà, c'est ça. Donc nous, on organise beaucoup d'événements au cours de l'année. Bon, on avait levé un peu le pied avec le Covid et tout, mais là, on relance tout un programme. Effectivement, j'ai assisté à un de vos événements au Pavillon Dauphine, c'était ça. Oui, donc, donc le Pavillon Dauphine, c'était le gala annuel. Bon, cette année, ça tombait sur... c'était la 20e année, puisqu'on a été créé le 20 mai 2003 à l'Aille-les-Roses. La commune de l'Aille-les-Roses dans le 94. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, ça fait donc 20 ans. Et cette année, on célébrait donc la 20e année de l'existence de l'association. Et comment vous vous sentez quand vous avez été justement l'initiateur d'un programme de tant de générosité, de tant d'amour, et que vous arrivez à la 20e année? Qu'est-ce que ça vous a appris et surtout qu'est-ce que ça vous a apporté comme personne pour encourager les gens qui ont envie de faire comme vous ou qui n'osent pas? Qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui? Mais je dirais comme tout à l'heure, moi j'ai une amie, une jeune amie qui est très gentille, qui est très intelligente, qui a vraiment tous les atouts, qui réussit bien sa vie, etc. et qui s'intéressait à Brice de Gap. Donc un jour elle m'a dit, j'ai envie de devenir membre. Ok, mais viens dans les réunions, tu vas voir. Etc. Elle est venue une fois, 2 fois, 3 fois. Et une fois elle me déposait, parce que j'avais encore mes problèmes de permis, elle me déposait chez moi. Et à un moment donné, elle me dit, mais Alain, tout ça est vraiment, théoriquement, c'est vraiment génial, franchement, je comprends pourquoi, machin, là-bas, pourquoi tu y mets autant de cœur et tout. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Tu gagnes quoi? Et bon, moi, si je m'intègre, je gagne quoi? Et je lui ai dit, elle s'appelle Viviane, je lui ai dit, Viviane, tu sais, en fait, l'âme associative, c'est un peu comme... un artiste aussi, tu vois, un peu, on est artiste. Comme un prophète qui donne sans rien attendre de retour. Oui, c'est-à-dire qu'un artiste, il est artiste, il n'a pas demandé à être artiste, il est comme ça, il crée. Voilà, il crée, voilà. C'est un besoin. Celui qui a l'âme associative, il a l'âme associative. Ça ne se développe pas, ça ne se décide pas. On est où on n'a pas. C'est une nature, effectivement. Quand on est de nature généreuse, on est de nature généreuse. Ça, c'est ma conviction. On donnera quoi qu'il arrive. Ça, c'est ma conviction. Et donc, je lui ai dit, ce que je gagne n'est pas palpable. C'est pas matériel. C'est complètement immatériel. Mais la satisfaction que j'ai par rapport à
le salaire que je pourrais avoir. D'ailleurs, moi, j'ai jamais été salarié parce que, soit dit en passant, donc, mais je peux comprendre que... Non, jamais. J'ai toujours travaillé pour moi-même. Donc, je peux comprendre que, c'est-à-dire que Champagne, tout ça, ambassadeur, je ne suis pas salarié. Je suis comment on appelle, un service externalisé. C'est des honoraires, c'est pas un salaire. Voilà. Donc, le truc, je lui ai dit, un vrai artiste, il peut ne pas vivre de son art, mais il continuera à être passionné par son art. Alors, vivre, finalement. Quand en plus d'être passionné par son art, il peut en vivre, c'est le comble. Mais les artistes, de manière générale, ne deviennent pas artistes pour gagner de l'argent. La plupart des artistes, Picasso était très pauvre jusqu'à sa mort, c'est maintenant que c'est à vous. Donc, on a plein d'amis, par exemple, dans la création, les Mike Silla, les Iman Aïssi, etc. Tu dois sentir qu'il est passionné par la mode. S'il est passionné par les conséquences de la réussite liée à la mode, c'est-à-dire que je dois réussir dans la mode pour être célèbre. Je dois réussir à la mode pour briller en société, etc. Donc, ils gênent pour les mauvaises raisons. Quand on rentre dans l'associatif, parce qu'on attend un retour, il vaut mieux pas commencer. Mais effectivement, on sera frustré, on ne sera jamais satisfait. On peut même être satisfait. Mais combien de fois, sur 10 fois, tu es satisfait combien de fois? Si tu viens chercher quelque chose de matériel, de palpable, tu seras forcément, tout compte fait, frustré. Donc, voilà. Il faut que ce soit quelque chose qu'on fait sans attendre rien en retour. Sauf que le retour est bien plus grand que les choses matérielles qu'on peut gagner. Moi, je suis certain que la reconnaissance que je vois de la part de gens qui sont des personnalités très importantes dans ce monde ou dans ce pays, je ne suis pas sûr que vouloir donner tout son temps dans un travail de cadre pourrait leur apporter ce que moi, l'action associative m'a apporté. Est-ce que peut-être que j'arrive à... Non, je saisis la nuance. Oui. Finalement, en fait, tu dis ce que tous les grands hommes de ce monde disent. Le réel bonheur réside dans le fait de faire quelque chose pour son prochain. Voilà, et qui marque les gens. Qui marque les esprits. Et ce qui marque la vie des gens, c'est quand tu fais quelque chose pour l'autre. Exactement, pour mais l'intérêt général. Tu le fais sans attendre un salaire, sans même attendre un merci. Exactement. Tu le fais parce que ça te fait du bien et parce que c'est finalement, parce que Dieu est amour. Et quand tu fais ça, c'est ta nature divine qui agit. Et quand tu agis comme ça, bien sûr que le retour il est juste, mais il est inexplicable. On ne peut même pas mettre de mots dessus parce que tu donnes sans rien attendre en retour et c'est limite la part du Créateur qui est amour en toi, qui agit. Et quand c'est comme ça, c'est merveilleux. Et franchement, j'adore t'écouter parler de ton œuvre caritative parce que... Et tu sais, il y a une chose, même si on fait quelque chose en se disant qu'on attend la reconnaissance de la société, du monde, machin, parce que les gens admirent ceux qui réussissent matériellement. C'est-à-dire, on dit, oh, il a une belle voiture. Oh, il a une belle maison. Oh, il voyage en première classe, qui ne sont pas éveillés spirituellement. Non, ça c'est 90% des êtres humains, ou 95% des êtres humains. Je pense que sans prétention, je pense que les grands esprits, quand on dit qu'il faut qu'un esprit s'élève, c'est quand il se détache du matériel. Tu comprends? Et tu sais, il y a une chose, c'est que de toute manière, l'humain reconnaît ça. Regarde un peu Paris. Regarde à Paris. Quand tu marches dans les rues de Paris, tu vois, rue Le Mercier, rue machin, etc., tu verras jamais le nom d'une rue d'un gars parce qu'il roulait en Porsche. Tu comprends? C'est une image. Ou parce qu'il avait non, tu trouvais des gens qui ont créé. Peut-être même dans l'industrie ou même dans le business. Mais la plupart du temps, regarde, tu vas voir Brassens, tu vas voir Ferré, tu vas voir Victor Hugo, tu vas voir des gens qui ont créé des œuvres de l'esprit. Qui ont fait quelque chose. Tu comprends un peu. Et qui ont marqué, voilà.
on va te dire l'abbé Pierre, son nom ne disparaîtra jamais. Tu comprends un peu? Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas eu... Parce qu'il y a des gens qui procréent en disant, il faut que mon nom reste. Tu vois un peu? On peut procréer autrement, on peut faire exister son nom autrement. Et moi, je pense que il y a ceux qui suivent ce chemin en disant, je vais... les richesses de la terre, matérielles, etc. Je veux l'admiration des gens autour de moi, et ça, il faut que ça passe par ma réussite matérielle, etc. Ça, c'est une façon d'être. Mais ceux-là, bon, heureusement qu'il y en a là-dedans qui se disent, ok, maintenant que je suis arrivé, il faut que je pense aux autres. Vraiment. Donc il y en a qui créent des fondations, des machins pour faire des dons, etc. Mais je dis, celui qui veut être acteur de l'associatif et dire, je veux faire de l'humanitaire ou bien je veux faire du caritatif. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça, qui ont ça chevillé au corps en se disant, je le fais, j'attends rien, je veux le faire parce que moi, quand je me couche chez moi le soir, je suis content de ce que j'ai pu faire pour rendre heureux quelqu'un d'autre. L'intérêt général. Tout le monde n'a pas le sens de l'intérêt général. Non. Voilà. Donc, c'est pour te dire que si j'avais quelque chose à dire, je n'ai pas de leçon à dire à qui que ce soit. Je ne suis pas un modèle pour dire que oh, suivez-moi, suivez mon exemple, mais je dis une chose, c'est que si on veut se mettre sur le terrain de l'activité caritative, humanitaire, etc., il faut avoir le cœur pour ça. Il faut ne rien attendre en retour. Sinon, on échoue. À mon avis, il faut avoir une âme généreuse. Ou on se fatigue. Ouais, ou on se fatigue. Il faut avoir une âme généreuse. Il faut avoir une âme généreuse. Ouais. Et je pense que tout ça, ça nous apprend que finalement, dans cette vie-là, ce que l'on possède, ce que l'on a et toutes les richesses matérielles qu'on peut avoir ne doit pas définir la personne que nous sommes. Non, ça ne définit jamais parce qu'on oublie. Parce que le jour où on perd tout ça, oui, eh bien, on se rend compte qu'on est mieux que personne. Ou les jours où on part même, les jours où on ferme les yeux, les gens oublient que vous avez possédé ça. Donc, ce qui est mieux dans cette vie-là, c'est de faire ce qu'on peut pour marquer la vie des gens, positivement, parce qu'il faut donner ce qu'on veut recevoir. Et dans cette vie-là, pour tous ceux qui le désirent, qui ne savent pas comment faire, mais qui souhaitent mettre leur pierre à l'édifice, je vous invite donc à aller sur www.bridgedegap.fr, contacter l'association, contribuer comme vous désirez le faire, faites-le de votre cœur, en sachant que dans cette vie, il vaut mieux vivre en étant heureux de donner et en étant heureux de vivre sa vie en sachant que la vie seule vaut la peine d'être vécue en amour, car Dieu est amour. Merci à toi, Alain. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur cette chaîne, et merci à celui qui est le fondateur de cette chaîne, qui est Mike Silla et qui est un ami. Oui. Et on se connaît depuis longtemps, on a fait de belles choses ensemble. Oui, vous m'avez surpris, je ne savais pas qu'ils se connaissaient, moi. Donc, voilà, ok. En tout cas, merci, c'est un bonheur. Et merci à vous de nous avoir écoutés sur carte VIP privée avec Alain Moulin de Bridgedegap. Merci beaucoup. Et allez sur le site, contactez-le par téléphone si vous le souhaitez, mais allez-y, visitez et contactez Alain Moulin. Merci, bravo. Des gens comme ça, on en a besoin sur cette terre. Et pour les jeunes, la nouvelle génération, levez-vous et soyez un exemple d'amour. Tout ce qui existe dans ce monde a été un jour dans l'imagination de quelqu'un. Imaginez des choses grandioses pour les autres et vous serez grand. Merci. Vous pouvez nous contacter, donc, comme j'ai dit, au téléphone au 07 78 51 13 49, par mail sur contact@bridgedegap.fr ou aller sur notre site www.bridgedegap.fr. Mais Bridgedegap, c'est alors pour clore tout ça. Oui, non, mais pour ne pas, parce qu'il y a des gens qui se trompent sur l'orthographe. C'est bridge comme le pont, B-R-I-D-G-E, plus loin T-H-E, plus loin G-A-P. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, merci à Alain, merci à Bridgedegap, et ne vous fiez pas à ma prononciation, faites comme il a dit. Ouais. C'est parfait.